Salut à tous, après notre vidéo sur les meilleures séances de trash talking en playoff sortie la semaine dernière, nous nous intéressons aujourd'hui aux plus gros retours de bâton. Les retours de bâton c'est quoi? Ce sont des mecs qui eux aussi ont essayé de rentrer dans la légende, souvent grâce au trash talk, en voulant faire les malins, mais envers lesquels le karma s'est vengé. Nous vous livrons aujourd'hui nos meilleures anecdotes à ce sujet. La première d'ailleurs eut lieu en playoff en 2013, alors que les Knicks mènent 3-1 dans la série du premier tour face aux Celtics, les joueurs décident tous, avant le match au Madison Square Garden, d'arriver sapés tout en noir. L'idée est prévenir les joueurs de Boston que cette soirée serait celle de leur enterrement, le noir des funérailles, comme l'a dit Kenyon Martin. Et vous vous en doutez, retour de bâton numéro 1, ce soir-là, ce sont les Celtics qui se sont imposés. Visiblement, Mike Woodson, le coach new-yorkais, n'était absolument pas au courant du plan mené par ses joueurs, expliquant qu'il était très en colère. À la fin de la rencontre, il aurait mis une avoinée à ses gars, leur disant que les matchs se gagnaient sur le terrain, pas en faisant les guignols en dehors. Raymond Felton, meneur des Knicks, lui disait que ses coéquipiers lui avaient demandé de venir habillé en noir sans lui dire pourquoi. Il a accepté, mais s'est défendu, en disant que s'il avait appris en amont que c'était pour représenter les funérailles des Celtics, il aurait encouragé ses potes à ne pas poursuivre cette idée. Ouais, ok Raymond, on veut bien te croire, mais t'aurais quand même pu poser la question, si on te demande de venir habillé en noir, ce n'est pas anodin. Heureusement, même si le karma s'est vengé tout de suite, au final il n'aura pas été trop vilain, car après la défaite au match 5, New York a fini par se qualifier 4-2. Toutefois, à trop vouloir chambrer, les Knicks sont passés très près de la correctionnelle, et c'est ce qu'on retiendra aujourd'hui. Pour notre deuxième anecdote, il faut revenir au final 1969, lors du match 7 qui voyait s'affronter les deux équipes rivales de la NBA, les Celtics de Bill Russell et les Lakers de Jerry West. La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut jamais célébrer trop tôt. Alors que le match ultime se déroulait à LA, du côté des Lakers et de son proprio Jack Ken Cook, on avait déjà prévu de fêter le titre comme il se devait. Ainsi, avant même le début du match, on pouvait voir au plafond du forum d'Inglewood des milliers de ballons, présentant l'inscription Lakers World Champions. Sur les chaises des spectateurs aussi, on pouvait voir un flyer sur lequel était détaillé tout le planning de la cérémonie. Fanfare, interview des joueurs, célébration, tout le tout team. Définitivement, les mecs avaient tout organisé, sauf que vous imaginez que si on en parle, c'est que le karma est passé par là. Oui, les joueurs des Celtics furent évidemment directement mis au courant pour les Flyers. Déjà que Sam Jones et Bill Russell étaient bien boostés à l'idée de jouer leur dernier match en carrière et de finir sur un titre, ça leur faisait une motivation supplémentaire. Mais lorsqu'à l'échauffement, les six aperçurent tous ces ballons au plafond, ce fut la goutte d'eau. Bill Russell a alors directement prévenu son adversaire Jerry West, on cite, ces putains de ballons vont rester là-haut. Et il a eu raison, les Celtics, portés par leur pivot légendaire, remportèrent leur 11e titre en 13 ans, et la cérémonie prévue par les dirigeants des Lakers n'eut jamais lieu. Le petit clin d'œil du karma, c'est que pour la seule fois de l'histoire, ce fut un joueur de l'équipe perdante qui fut élu MVP des finales. Il s'agissait de Jerry West, qui selon les différents médias aurait été furieux de voir tous les ballons inutiles au plafond en début de rencontre. Jack Ken Cook, avec son idée, a peut-être offert le titre à ses rivaux en leur donnant cet élan de motivation supplémentaire. C'est embarrassant. Troisième anecdote qui, elle aussi, prit place pendant les playoffs, mais ceux de 1997. Quelque temps avant la demi-finale de conférence Est, qui opposait les Bulls aux Hawks de Dikembe Mutombo, le pivot d'origine congolaise se vantait de ne jamais s'être fait postériser par Michael Jordan. Oui, lors du All-Star Game au mois de février, il n'avait absolument pas hésité à le rappeler à l'arrière des Bulls, et ce publiquement, devant les caméras de TNT. Aïe aïe aïe, vous imaginez que ça n'a pas plu à Michael, ça. Que Mutombo soit le meilleur contreur de la ligue, qu'il soit l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, peu importe, il ne pouvait pas laisser ce genre de déclaration impunie. Surtout qu'à la fin du match 2, remporté par Atlanta pour revenir à un partout, Lenny Wilkins en a rajouté une couche. Il expliquait grosso modo que MJ ne voulait pas rentrer dans la peinture face à eux et que le plan de jeu des Hawks était de le faire sortir de sa zone de confort en l'obligeant à attaquer Mutombo. Ok Lenny, les Bulls ont perdu le match 2 certes, mais là tu as réveillé la bête. Les 3 matchs suivants furent remportés par Chicago avec un Michael à 27 points de moyenne sur la série. Déjà là, Wilkins se prend le retour de bâton. Mais le pire, c'est que lors du dernier match, le match 5, Mutombo se l'est pris lui aussi, et violemment. Après un passé-va avec Luke Longley, MJ par ligne de fond, il s'envole et postérise littéralement Mutombo en pleine poire. Il n'avait jamais dunké sur Dikembe, peut-être, mais maintenant c'était fait. Cerise sur le gâteau, en redescendant au sol, il le regarde droit dans les yeux et renvoie au pivot congolais sa propre célébration, le finger wag. No. Les Hawks auraient dû savoir qu'avec Michael Jordan, qui était en route pour son 5e titre, il ne fallait pas parler trop vite. Le dicton, on le connaît, karma is the bitch. Pour l'anecdote suivante, il faut revenir en 2010, lorsque LeBron James a quitté Cleveland pour rejoindre Miami, en l'annonçant dans un show télévisé nommé The Decision, qui a grandement fait polémique. Mais ce qui a probablement encore plus fait le buzz, ce fut la conférence de presse qui introduisait le King auprès de ses nouveaux coéquipiers Dwayne Wade et Chris Bosh. Parce que oui, quand on lui a passé le micro, l'ailier s'est enflammé, c'est le moins que l'on puisse dire. Il dit qu'en NBA, personne ne sera capable de stopper ce nouveau trio, sous-entendant que gagner des titres serait une partie de plaisir. C'est là qu'il se met à compter les bagues et que le Heat allait gagner devant ses amis hilar dans une citation devenue culte. Des titres, nous allons en avoir, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7. Aïe aïe aïe, venant d'un gars qui à ce jour n'avait pas gagné la moindre bague, cette décla est mal passée chez les haters. Surtout que le retour de bâton ne s'est pas fait attendre. Dès 2011, la super team de Miami, composée des
Tres Amigos atteint la finale NBA. En phase 2, les Mavs de Dirk Nowitzki, qui sur le papier semblent bien moins armés, ce qui rend directement le hit favori. Puis de ce que disait JJ Barea, apparemment Nowitzki ne pouvait absolument pas encadrer les Tres Amigos. Lors de la finale, LeBron et Wade, dans les couloirs de l'American Airlines Arena, se moquaient de lui alors qu'il était malade. Mais le prendre de haut n'était peut-être pas la bonne solution, surtout qu'en parallèle, LeBron allait faire l'une des pires séries de playoffs de sa carrière. Tourner à moins de 18 points de moyenne par rencontre sur une finale jouée en 6 matchs, ça ne ressemble tellement pas au King. Résultat, c'est bien Dallas qui a remporté ce titre qui a marqué les esprits. Voir les valeureux Mavs du très sobre Dirk Nowitzki s'imposer contre les orgueilleux joueurs du 8, ça a eu du sens pour beaucoup, et surtout le karma avait encore frappé, ça le public aime bien. Heureusement avec Miami, LeBron gagnera ensuite les titres de 2012 et de 2013 avant d'échouer à nouveau en finale face aux Spurs en 2014. D'ailleurs lors de la parade cette année-là, Popovich, le coach texan, sûrement en référence à James, comptait les titres que les Spurs avaient remportés sur les 15 dernières années. 5. LeBron lui repartira donc de South Beach avec 2 bagues, un joli score, ceci dit très éloigné des 8 minimum qu'il annonçait, même en rigolant à son arrivée à Miami. Maintenant voilà une histoire relativement récente et très croustillante pour continuer sur notre lancée. Nous sommes en mai 2019 et au deuxième tour des playoffs, les Warriors de Stephen Curry et Draymond Green affrontent les Rockets de Chris Paul et James Harden. Lors de l'élimination de Houston au match 6, Stephen Curry, héros de la soirée avec 33 points, balançait étrangement en rentrant au vestiaire. « Essaie encore de me virer du terrain, garçon !» Ce à quoi Draymond Green répondait « Fous-le dehors, fous-le dehors !» Mais de quoi s'agissait-il et à qui ces mots étaient-ils dédiés? Eh bien ce qu'il faut savoir, c'est que ce trash talk a été utilisé en mode retour de bâton à destination de Chris Paul suite à un événement malencontreux qui s'était déroulé la veille du match 4. En fait, ce jour-là, Steph Curry avait pu réserver le parquet du Toyota Center de 7 à 8 heures pour bosser son shoot. Mais là, qui est-ce qui a été mis au courant et s'est rendu à la salle juste avant pour prendre la place? Chris Paul, évidemment. Curry, fair play, a alors demandé s'il pouvait utiliser un panier pendant que CP3 shootait sur l'autre. La réponse fut bien sûr négative et le chef n'avait plus le choix que de quitter la salle, viré par la présence de Chris Paul. Le meneur des Warriors a donc pris sa revanche, sauf que lui, en s'imposant, n'a pas sorti Chris Paul d'une séance de tir, mais d'une série de playoffs. Ce n'est pas la même chose. À trop vouloir provoquer, on finit par s'y casser les dents, et face à Curry, le point god aurait dû se méfier. Allez, pour la suite, il faut que l'on reparle de Michael Jordan, parce que les moments où il a pris les choses personnellement sont juste complètement innombrables. Si nous avions déjà évoqué pas mal d'anecdotes dans une vidéo consacrée aux meilleurs moments de trash talk de son Altesse, nous en avons encore plein sous la main. Celle dont nous allons vous parler n'est pas la plus connue, mais elle est quand même très cool. Nous sommes en novembre 1995 et les Chicago Bulls affrontent les Vancouver Grizzlies. Derek Martin, qui était sophomore à l'époque, n'avait peut-être jamais été mis au courant que trash talker Michael Jordan s'apparentait toujours à une mauvaise idée. Pendant le match, on voit les deux joueurs échanger quelques mots, et à l'entame du dernier quart, alors que les Grizzlies mènent, Martin balance à Michael assis sur le banc. « Je t'avais dit qu'on allait vous battre ce soir. » Oui, vous pouvez imaginer que ça n'a pas plu à Jordan. Directement, il rentre en jeu, regarde Martin et lui sort les yeux dans les yeux. « Gamin, je t'avais dit qu'il ne fallait pas faire de trash talk avec moi. » Et en effet, MJ a scoré 19 de ses 29 points dans les 6 dernières minutes de ce match, en ciblant Derek Martin autant qu'il le pouvait. Après chacun de ses tirs, il lui jetait un regard sombre, sans jamais s'arrêter de parler, et au final, les Bulls ont fini par s'imposer 94-88. Et oui, petit, l'insolence avec Michael Jordan, ça ne fonctionne quasiment jamais. Un autre avec lequel il ne fallait pas rigoler non plus, c'était Shaquille O'Neal. Alors que le pivot commençait à dominer outrageusement la conférence Ouest et même la NBA en jouant de son physique surpuissant, les adversaires cherchaient des solutions. C'est ainsi que Utah, lors de l'été 1995, jeta son dévolu sur le jeune Greg Ostertag, 127 kilos et drafté en fin de premier tour. Pour eux, il pourrait être la clé pour protéger la raquette et empêcher le Big Cactus de tout détruire. Voilà pourquoi lors de sa saison rookie, Ostertag, lorsqu'il affronte le Shaq, ne fait que jacasser, sûrement beaucoup trop. L'année suivante, lors de la pré-saison, le Jazz retrouve les Lakers et O'Neal semble arriver en mode déter. Il va directement voir Karl Malone et lui dit « Quand je vais voir ce connard, je vais le démonter ». Ça, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et directement, le mailman va chauffer Ostertag. Il lui dit de provoquer O'Neal, quitte à prendre une faute technique et une amende. Malone se chargerait de tous les frais. Sauf que ça, en fait, ça n'a même pas pu arriver. Lors du shoot-around, lorsque les deux équipes se croisent, Shaq va voir Ostertag et lui balance « Je t'avais dit d'arrêter de dire de la merde ». Et avant même que qui que ce soit ne puisse réagir, Ostertag prend un coup et se retrouve au sol à chercher ses lentilles de contact. Alors ok, ce retour de bâton n'a pas vraiment eu lieu dans le jeu en mode sportif. Cependant, comme l'a dit Karl Malone, ce jour-là, Shaq a démonté Ostertag pour tout le reste de sa vie. Résultat, le pivot du Jazz n'a plus jamais ouvert sa bouche devant O'Neal et toute sa carrière, il s'est fait maltraiter dans les duels avec le Big Fella. Fallait pas commencer, Greg, le karma a fini par frapper. Vous l'avez compris aussi si vous avez regardé notre vidéo de la semaine dernière, l'un des plus gros trash talkers de l'histoire, c'est bien Larry Bird. Alors vous imaginez bien que certains ont essayé de l'avoir à son propre jeu, et vous imaginez tout aussi bien que la plupart se sont ramassés. Pourtant, après le match de préparation des JO de 92 que nous avions déjà évoqué sur cette chaîne, et où la Dream Team avait perdu contre la Select Team, Rodney Rogers a commis l'irréparable.
Il faut croire qu'avec les 35 ans du joueur des Celtics et la victoire des jeunes lors du premier match, le gamin s'est senti pousser des ailes. C'est ainsi que lorsque les deux hommes se croisent sur le chemin de l'hôtel, Rogers balance à Larry Legend. C'était quand le dernier jumper que tu as mis? En 1984, c'est ça? Et le lendemain, non seulement les jeunes se sont fait punir sur le terrain, mais Rodney Rogers s'est fait martyriser par Bird. À chaque fois, les leads des Celtics lui annonçaient ce qu'il allait faire, en mode je vais dribbler et marquer avec la planche, ou je vais dribbler, faire un spin et marquer au niveau de l'elbow. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, ça fonctionnait, Bird mettant 8 paniers consécutifs de la sorte, au nez et à la barbe de sa victime du soir. Suite à ça, le vétéran est allé s'allonger, vu qu'en raison de ses problèmes de dos, il ne pouvait pas rester en position assise sur le banc. Là, il a juste attendu que Rogers passe les yeux bas à ses côtés pour lui balancer. Alors gamin, ça t'a rappelé 1984? Ne trash talkez pas avec les légendes, vraiment pas, ou alors attendez-vous à recevoir un retour de bâton bien puissant, n'est-ce pas Rodney Rogers? Allez, on se fait plaisir et on enchaîne avec une autre sur Larry Bird, cette fois face à Reggie Miller, lui aussi bien connu pour son insolence. Il reste 20 secondes à jouer et les Celtics mènent de 3 points dans ce match de 1988 face aux Pacers. Ces derniers font faute et envoient Bird sur la ligne de réparation en espérant qu'il rate ses lancers francs pour tenter par la suite d'égaliser. Larry reçoit la balle, la fait rouler entre ses mains, commence sa routine, et là, Reggie Miller, qui était rookie, crie alors « Hey hey !» pour tenter de le déconcentrer. Là, Bird se stoppe, rend la balle à l'arbitre, le regarde et lui balance « Tu te fous de ma gueule, rookie? Tu es vraiment en train de te foutre de moi ?» Et il regarde le ref, récupère la gonfle et ajoute « Je suis le meilleur shooter de lancer de toute la ligue. Tu ne comprends pas ça et pourtant tu essaies de faire quelque chose. » Évidemment, Larry a mis ses 2 lancers et Boston a fini par s'imposer par 6 points d'écart. Reggie Miller a donc vraiment pensé qu'un petit « Hey hey !» allait déconcentrer Larry Legend. Finissons en beauté avec une nouvelle anecdote qui concerne Michael Jordan. Et oui, on vous l'a dit, des retours de bâton avec lui, il y en a trop. Vous le savez, en high school, entre le Hoop Summit, le McDonald's All-American ou le Jordan Brand Classic, les occasions sont nombreuses pour permettre aux jeunes lycéens de s'affronter. Et bien, dans les années 80, à Washington, il y avait le Capital Classic qui réunissait une sélection des meilleurs jeunes du pays. Michael Jordan fut alors invité, mais aussi un certain Adrian Branch, un mec super athlétique de 2m03, gaucher et polyvalent qui faisait tout sur le terrain. Par contre, de ce qu'il se dit, hors des terrains, il n'avait jamais sa langue dans sa poche, toujours prêt à chambrer. Lorsqu'ils étaient ensemble, Branch aimait se moquer de Michael Jordan et de ses salopettes, disant qu'il avait un look de campagnard, et ça, MJ ne l'a pas oublié. Surtout que cerise sur le gâteau, en 1985, soit un an après la draft de Jordan, Branch est choisi à son tour par Chicago. Là tout de suite, il arrive dans l'équipe, va voir son vieux pote et le serre dans ses bras, mais Jordan n'est pas d'humeur à rire. Il raconte à son nouveau coéquipier qu'il n'a toujours pas digéré les moqueries, et que c'était lui qui avait demandé aux Bulls de le drafter. Comment ça, Branch est sur le cul? Il explique que ce n'était rien, c'était pour rigoler, ils étaient jeunes. Mais non, Jordan ne veut pas rire. S'il a voulu son ancien rival dans l'équipe, c'est pour le mettre dans l'équipe adverse chaque jour à l'entraînement, et le démolir practice après practice. Un vrai move de killer. Et le truc en plus, c'est que c'est ce qui s'est passé. MJ a bien fait attention à ne jamais jouer avec Branch et l'a dérouillé pendant tout le camp d'entraînement, si bien que quelques jours après, les liés étaient déjà coupés. L'histoire est folle. De plus, même si Branch eut l'honneur de gagner un titre dans un petit rôle avec les Lakers en 1987, avant Jordan donc, sa carrière ne dura pas. Dès 1990, elle était terminée, pendant que Michael, lui, allait ensuite remporter 6 trophées, 6 de MVP des finales et 5 de MVP de la saison. Et ouais, Adrian, fallait pas se moquer de la salopette. Là, nous arrivons à la fin de la vidéo, mais avant de vous laisser, nous voudrions revenir sur un retour de bâton qui en fait n'est pas aussi violent que ce que tout le monde l'affirme. Nous sommes au premier tour des playoffs 2003 et Orlando mène 3-1 face à Détroit. Là, la légende dit qu'en conférence de presse, Tracy McGrady aurait sorti « Ça fait du bien d'être au second tour ». Quand l'on voit que le Magic a fini par perdre la série 4-3, le retour de bâton aurait été violent. Sauf que nous sommes allés chercher la conférence de presse et la vérité c'est qu'il dit « Ça fait du bien d'être enfin en position de se qualifier au second tour », ce qui au final était beaucoup moins prétentieux et anticipé. Heureusement au final que le karma a fini par être sympa avec T-Mac, qui en 2013, dans un tout petit rôle avec les Spurs, lorsqu'il avait 33 ans, a pu enfin gagner une série de playoffs et même accéder au final NBA. Après 8 échecs au premier tour en carrière, cela devait représenter un réel soulagement. Au final, cette anecdote n'est pas un vrai retour de bâton, mais parmi celles qu'on a listées, laquelle représente votre préférée? Dites-nous tout ça en commentaire, et puis si vous connaissez d'autres petites histoires de la même veine, n'hésitez pas à nous les lister, nous les lirons avec le plus grand plaisir.